À travers notamment les levées de freins que nous attendons de l'administration et des pouvoirs publics, eh bien nous espérons que le potentiel qui est le nôtre et qui est en grande partie encore non exploité puisse être atteint. Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Nicolas Daillot, président de la FNHPA. Alors, on s'est parlé l'été dernier, en juillet 2020. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tous ces événements ont fait que finalement la FNHPA a développé son parc d'adhérents? Eh bien, figurez-vous que nous nous posions des questions l'année dernière, mais finalement, nous avons gagné des adhérents, du fait sans doute de la volonté de ceux qui ne l'étaient pas d'avoir de l'information la plus juste possible et surtout la plus précise possible et la plus réactive possible pour pouvoir respecter les lois et règlements et surtout, évidemment, être au fait des choses tout au long de la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. Est-ce que cette crise qu'on traverse, qui dure, fait que vous avez vu une accélération dans la fermeture des petits établissements? Et l'année dernière, on en a perdu 112, sans qu'il y ait de rapport d'ailleurs avec, encore une fois, le Covid, puisque c'est lié principalement au papy boom et à l'impossibilité pour de nombreux campings ou à, comment dirais-je, à des choix stratégiques inopportuns sans doute, ou à l'absence de choix stratégiques, d'établissements souvent de petite taille qui ne repensent pas leur repositionnement et qui ne parviennent pas à atteindre leur état critique. Pour faire très simple, nous avons 3000 campings sur 7900 à avoir moins de 60 emplacements, donc des petits établissements. Ce sont des petits établissements qui pourtant ont un avenir à condition qu'ils se posent insolites. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont totalement repensé leur stratégie autour de l'insolite, puisque typiquement, ces petits établissements plaisent à certaines catégories socio-professionnelles supérieures, parce qu'il n'y a pas d'animation, parce que c'est bucolique, parce que c'est calme. Le problème, c'est que de nombreux exploitants ou propriétaires de ces établissements n'ont pas pensé à totalement reposer leur stratégie commerciale et marketing. Comment, en tant que fédération nationale, vous arrivez à adresser les sujets et à garder une espèce de cohésion entre tous ces acteurs quand on a d'un côté 5 gros gestionnaires et de l'autre plein de petits qui ont toute leur vision et leur sensibilité au métier qui est très différente? Nos complexités urbanistiques et environnementales notamment, et nos particularités, qui sont pour certaines d'entre elles propres à nous, propres à notre profil même touristique, font que vous ayez 1500 emplacements ou 40, eh bien, nos intérêts soient finalement communs, puisque à travers notamment les levées de freins que nous attendons de l'administration et des pouvoirs publics, eh bien, nous espérons que le potentiel qui est le nôtre et qui est en grande partie encore non exploité puisse être atteint. Et finalement, nos intérêts communs, nos ennuis communs, si j'ose dire, font qu'on fasse partie du comité des chaînes et des groupes de camping, ou qu'on ait un tout petit camping dans un département rural, bien que nous soyons soudés et intéressés par les mêmes problématiques catégorielles. On a justement abordé très brièvement là, ces côtés de ce besoin de clarté, d'aide, d'aménagement juridique, notamment pour aider ceux qui, par exemple, peuvent se retrouver face à des problématiques de relocalisation obligatoires parce qu'ils sont face à une montée des eaux. Est-ce que ça a avancé, ça, depuis que nous en avons parlé l'été dernier? Nous avons l'espoir justement que la France prenne le taureau par les cornes en matière de lever des freins dont nous souffrons depuis des années, parce qu'on s'est aperçu à quel point le tourisme domestique était important en France, nous qui accueillons 2 tiers de clientèle française et 1 tiers de clientèle européenne de proximité, alors que les campings français ont moins souffert que les autres campings des pays du sud de l'Europe. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Croatie par exemple, parce que justement nous avons une population domestique importante et les Français aiment visiter la France. Je pense que ce soit du côté des directions générales de l'État, mais également d'autres grands ministères, une prise de conscience est en train d'être faite et nous attendons d'ailleurs, en particulier à travers peut-être un conseil interministériel du tourisme qui pourrait se réunir dans les mois prochains, qu'une partie des levées de freins qui ont été identifiées soit mise à l'ordre du jour et fasse l'objet de traitements administratifs performants. Ça, ce sont aussi des questions qui concernent les territoires, hein. Vous avez les préfectures, les communes, les mairies, et cetera. Comment vous gérez aussi en région, en département, voire par petites intercommunalités, ces sujets-là? La première, c'est que notre organisation décentralisée, puisqu'on a la Fédération nationale à Paris, mais la fédération est composée des syndicats départementaux et des fédérations régionales, ce qui fait qu'on est évidemment très présent en province et même quasiment uniquement présent dans les départements principalement ruraux. On n'a pas trop de difficultés avec les services déconcentrés de l'État et quasiment aucune avec les élus locaux, puisque eux, ils ont parfaitement compris à quel point nous étions importants pour les territoires, notamment ruraux, comme on est le premier mode d'hébergement touristique en capacité d'accueil et de très loin dans la ruralité. On a parfois des difficultés de réglage avec quand même certains services déconcentrés, mais on arrive en général à les gérer soit depuis Paris, soit localement. Notre problème est surtout un problème législatif ou réglementaire, donc qui se traite dans les ministères, et on peut se réjouir d'avoir
un soutien indéfectible d'ailleurs du Quai d'Orsay dans notre croisade. J'espère encore une fois que le contexte à l'issue de cette crise va nous être favorable parce qu'encore une fois, et c'est pour ça qu'on est très attaché à l'articulation entre le comité de filière du tourisme et le conseil interministériel du tourisme pour arriver à atteindre des objectifs et surtout à lever ces fameux freins qui nous bloquent. Vous aviez, depuis plusieurs années, un parc qui monte en gamme, qui se professionnalise. Comment ça se passe, suite à cette crise? Est-ce que ça a mis un frein? Est-ce que l'arrivée de nouveaux investisseurs permet de compenser un peu peut-être, le manque de moyens que peuvent avoir certains faute d'exploiter tout simplement? Quand on parle de montée en gamme, quand on ne connaît pas notre secteur d'activité, on a tendance à penser que nous avons de moins en moins de classes populaires et que nous accueillons de plus en plus de classes sociales supérieures. Alors, on accueille incontestablement des catégories socioprofessionnelles qui n'auraient jamais mis les pieds dans un camping il y a 20 ou 30 ans, et notamment sur le segment 5 étoiles, mais qui pèse moins de 300 campings sur 7900 campings. La montée en gamme, en réalité, est une montée en équipement, une montée en services, une montée en prestations complémentaires, mais en réalité, nous avons conservé les mêmes clientèles que dans les années 50, dans les années 60, c'est-à-dire on a un volant extrêmement important de classe populaire, de classe moyenne, et on a quand même réussi à conquérir des classes nouvelles. Alors justement, il y a une grande mode en ce moment, c'est l'hébergement insolite, qui veut dire beaucoup de choses, mais qui est très illustré dans le camping parce qu'on peut se retrouver dans des endroits insolites, mais aussi proposer de la cabane, de la tente flottante, etc. Comment c'est pris en main par les propriétaires et gestionnaires des parcs d'hôtellerie de plein air? Est-ce que ça se développe de plus en plus? Ça accélère? Est-ce qu'on innove ou moins? Le camping s'est toujours transformé, a toujours innové. Quand on regarde le début de l'hôtellerie de plein air, le début du camping, il y a plusieurs décennies, l'habitation légère de loisirs, la résidence de mobile de loisirs n'existait pas. Il n'y avait que des tentes au départ, un peu de caravane, et puis le camping-car est arrivé, le mobil-home, etc. Au cours des années, la yourte, la cabane dans les arbres, la roulotte, la tente accrochée à une branche d'un arbre sans toucher le sol, des tentes gonflables, transparentes, etc. Tout ceci est arrivé progressivement et le rythme continue d'avancer, pas forcément d'accélérer, mais en tout cas se développe à un rythme continu parce que ça correspond à une demande. Qu'on soit bien clair, les hébergements insolites dans l'hôtellerie de plein air française représentent un peu moins de 5000 hébergements sur un peu moins de 900 000 emplacements. Donc, qu'on soit bien clair, c'est l'arbre qui cache la forêt. Néanmoins, c'est un segment qu'il ne faut pas négliger. D'une part parce qu'on installe de l'insolite dans des établissements conventionnels, à travers un parc d'emplacements nus, de mobil-homes, de chalets, de roulottes, on trouve deux cabanes dans les arbres et une yourte. Mais surtout, on a grand espoir pour les campings justement de petite taille qui disparaissent. Parce qu'il nous semble que ces petits établissements, qui sont très majoritairement dans la ruralité et qui pourraient remplacer tous ces petits hôtels ruraux qui ont disparu, pourraient parfaitement renaître au sein de ces petits campings de 40 ou 50 places qui aujourd'hui ont des chiffres d'affaires confidentiels et qui finissent par fermer. Et on s'aperçoit à quel point l'insolite est l'objet idéal pour ces établissements. Pour accueillir les clients, il va falloir du monde. Tous les ans, il faut recruter des saisonniers, c'est pas forcément simple. Comment vous le faites cette année dans ce contexte tellement compliqué? D'un point de vue du sauvetage, d'un point de vue de l'accompagnement financier des campings, la situation est bien meilleure que l'année dernière, puisqu'on sait à quel point le gouvernement n'a pas démérité en matière de soutien. Aujourd'hui, on a un chômage partiel qui avait déjà été mis en place au tout début de la crise, mais qui est encore bien présent, avec un taux de prise en charge très élevé qui nous permet, pour les salariés en CDI, et lorsqu'il n'y a pas d'activité comme au mois d'avril, eh bien, d'être pris en charge. Par contre, on sait que le ministère du Travail a resserré un peu la vis suite aux initiatives qui avaient été prises pour la saison d'hiver, notamment à la montagne, et qu'aujourd'hui, tous les campings qui envisageaient d'embaucher leur personnel au mois de mars sont dissuadés de le faire lorsque ce personnel devait être affecté à des services qui sont fermés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des campings ont retardé leurs embauches. Il y aura sans doute embouteillage au mois de mai, au mois de juin, sachant qu'on a 40 000 saisonniers embauchés pour l'été. Un dernier sujet que je vous propose d'aborder ensemble, lorsqu'on s'est parlé l'été dernier, vous m'avez dit que la France, c'est quand même une très, très, très grande nation de camping, la deuxième dans le monde derrière les États-Unis qui sont bien plus grands. Comment, en tant que nation aussi importante pour ce type d'hébergement, on peut porter une parole et puis quel message on peut porter au niveau, par exemple, de l'Union européenne sur certains sujets? Depuis les métropoles, on n'identifie pas que la France est le champion de l'hôtellerie de plein air et qu'on n'est pas un grand pays touristique quand on n'a pas de grande capacité d'accueil, parce que le principe du tourisme, c'est de dormir à l'extérieur de chez soi. Donc quand on a peu de capacité d'accueil, on ne peut pas devenir une grande nation, une grande destination touristique. Nous, on a la chance d'avoir 2 700 000 lits touristiques en hôtellerie
plein air, ce qui fait la moitié des lits touristiques collectifs du pays, effectivement, et surtout, ce qui nous fait un avantage concurrentiel qu'aucun pays continent européen n'a. C'est la raison pour laquelle on a bon espoir que maintenant tout le monde sait à quel point le tourisme domestique est finalement une poire pour la soif en période de coup dur, comme après une crise, parce qu'il est plus résistant que le tourisme international. Si la France veut garder son rang et profiter de cet avantage, il va falloir qu'elle favorise le développement et surtout la survie, parce qu'on ne peut pas se contenter de perdre 100 établissements par an, c'est une folie d'un point de vue touristique. Donc on a bon espoir qu'une espèce de plan camping soit mis en place pour arriver d'une part à nous permettre de stopper la disparition des campings existants, permettre aux campings existants à qui reste un grand potentiel de pouvoir l'atteindre, et puis, et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire avec les différents ministères, de construire une stratégie pour pouvoir préparer demain, c'est d'arriver à lier un peu plus les différents opérateurs du tourisme, les différents acteurs du tourisme, et nous dans la ruralité par exemple, on a un travail en cours avec le ministère de la Culture et les musées pour pouvoir lier un peu plus les musées environnants au camping, à travers notamment des relations avec les animateurs, avec la présentation des œuvres d'art qu'on trouve dans les musées environnants, dans les campings. Donc pour toutes ces raisons, je pense que cette crise peut avoir un effet positif de rebond si nous nous organisons correctement, mais j'ai bon espoir que ce soit le cas.